Puis 2-3 jours plus tard, discussion avec le ministère, ils me disent on veut faire un système de test national. Et je leur dis, nous on est en train de construire pour les Vinchus, on va vous le faire. Bon, je n'avais pas complètement imaginé qu'il y avait 4400 laboratoires. Et que le président de la République avait décidé que c'était pour le 11 mai. Et on était 4, 5, 6 avril. Bonjour, je suis Félix Mahmoudi, fondateur de Leader for Health. Bienvenue dans Raison d'être, le podcast qui réunit les leaders du monde de la santé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans cet épisode, nous accueillons M. Laurent Tréluyer, ancien directeur des systèmes d'information de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Bonjour Laurent. Bonjour Félix. Bienvenue dans notre podcast. Je vais vous demander par commencer par nous raconter votre carrière professionnelle. J'étais étudiant en médecine, médecin généraliste et urgentiste. Donc j'ai fait très tôt de la médecine d'urgence, d'abord dans des SAMU, donc plusieurs SAMU dans le SAMU 92, et j'ai été aussi médecin libéral aux urgences médicales de Paris. Dont j'ai assez vite géré le groupe. C'est un groupe de 18 médecins qui officient sur Paris, et donc on va chez les gens, etc. Il fallait assurer la gérance de ce groupe. Et dans le cadre de cette gérance, et puis j'avais un de mes collègues qui avait aussi voulu évoluer, j'ai fait Subdeco Paris en master. Donc j'ai fait cette première partie-là en me disant tiens, je vais essayer de faire autre chose. Et je vais voir un peu ce que ça donne la gestion, ou voir un peu comment on peut évoluer là-dessus. Et assez vite après Subdeco Paris, j'ai commencé une carrière de consultant. D'abord dans une société qui faisait du consulting pour les hôpitaux, Sanesco, donc j'ai fait du projet médical, projet d'établissement, projet de pharmacie, etc. Donc vraiment dans le cœur des métiers, des process des hôpitaux. Et puis j'ai voulu évoluer, donc j'ai été chez un gros cabinet qui s'appelle Deloitte, donc un des Big Five à l'époque, et où là, j'ai travaillé un peu par hasard sur les systèmes d'information, où j'ai travaillé sur le GIE Sésame Vital, le GIP, carte professionnelle de santé, sur la CNAM, sur l'assurance maladie, etc. Donc avec d'autres collègues qui faisaient plus du SI que moi, mais j'ai été embarqué sur des aspects métiers au départ, sur ces sujets de SI. Et puis Deloitte, avec l'affaire Enron, s'est séparé de ses activités de consulting, donc j'ai changé de cabinet, je suis allé chez IBM, qui montait une activité autour de la santé. Et donc là, je ne suis pas resté très longtemps chez IBM, j'ai un peu plus d'un an et demi. Et après, j'ai candidaté, on m'a reçu comme DSI du Gustave Roussy. Donc là, j'ai appris mon métier du Gustave Roussy, une équipe de 40-45 personnes dans un hôpital assez passionnant, très innovant, très à la pointe, qui avait une forte culture de système d'information. C'était un des premiers dossiers patients informatisés implantés en France, beaucoup de choses et une très forte culture. Donc un vrai métier autour du SI, aussi bien pour les patients, dans le cas des parcours, etc., que dans l'innovation et dans la recherche. Donc, je suis resté un peu plus de 4 ans à Gustave Roussy. On m'a proposé d'aller au ministère de la Santé, dans ce qui appelait la mission d'informatisation des systèmes de santé, la MIS à l'époque, qui était une entité rattachée au secrétaire général, où là, j'ai appris finalement ce que c'était l'action publique. Comment on influe, on va dire, on mène une politique publique. Avec deux actions, on a deux façons de faire, c'est la réglementation, la loi et la réglementation, et puis de l'autre côté, c'est les subventions, c'est ce qu'on amène comme argent. J'ai manipulé les deux, donc avec des projets de type sur la télémédecine, je travaillais sur le décret télémédecine, avec d'autres collègues, voir comment on défend un décret au Conseil d'État, comment on fait en sorte que ce décret-là soit intelligible, et puisse être utilisé après et utile pour les professionnels de santé, et donner un cadre autour de la télémédecine. Je travaille aussi sur d'autres sujets de type le développement des sites radio, des PACS en France. Là, c'était du plan public, comment on développe une filière de PACS sur la France. Et plusieurs autres sujets. Donc ça, c'était la partie MIS. Après, j'ai rejoint l'ARS Île-de-France avec Claude Evin, où j'ai fait la même chose qu'au ministère de la Santé, mais au niveau régional.
Donc pendant 3 ans aussi, j'ai travaillé sur une politique régionale autour des sites de santé, où j'ai pu effectivement décliner les sujets de télémédecine, décliner les sujets de radiologie, décliner les sujets de politique, comment on pouvait aider les établissements de santé à développer le RSI et le faire de manière aussi un peu mutualisée pour que chaque établissement n'ait pas exactement affronté les mêmes problèmes. C'est des petites équipes, hein, les DSI des hôpitaux. Souvent, c'est 20-30 personnes qui sont un peu isolées. Donc, comment on arrive en mutualisant à créer une dynamique autour de la région Île-de-France. Donc, il y a beaucoup de projets. Et, par exemple, il y a des choses qui restent encore sur tout ce qui est sécurité de nos systèmes d'information. Donc, comment, avec de l'argent et un peu de concertation entre les différents DSI, comment on arrive à mettre en place des projets communs. Et puis, fin 2014, début 2015, on m'a proposé de travailler sur la PHP, donc le DSI de la PHP. Voilà. Donc, j'ai été DSI à la PHP pendant 8 ans et demi, et jusqu'en septembre 2023, où j'ai rejoint la CNAF. Vous avez toujours gardé une activité médicale à côté ? Oui, alors, c'est mon métier d'urgentiste. J'ai voulu garder cette valence médicale. Donc, je travaille historiquement au SAMU 92, depuis 1986, maintenant, bien longtemps. Et c'est mon SAMU historique. Et j'ai voulu garder cette activité. Alors, je ne vois plus de patients depuis un petit moment, mais je garde une activité de régulation médicale au niveau du SAMU, qui me permet de garder le contact avec la médecine, mais sans avoir toute l'approche technique. Parce qu'au SAMU, vous pouvez intuber un patient, perfuser, etc. Donc ça, c'est une approche technique, il fallait en faire plus, mais j'ai gardé cette activité médicale. C'est une volonté de garder les pieds sur terre ? Oui, et puis une frustration, peut-être une envie de garder mon métier de base, qui est un métier qui m'intéresse. Hein. J'ai pas switché de médecin à DSI en disant tiens, la médecine m'intéresse beaucoup. Enfin, je trouve que ce que je fais dans le cadre de mon métier ici, ça aide mes confrères, ça aide les patients. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Hein. C'est pas le côté technique. Et donc c'est avec les gens. Enfin, même à la CNAF, on travaille pour des gens, quoi, pas pour autre chose, et des gens qui ont des vrais besoins. Donc c'est vraiment travailler là-dessus, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait, de garder cette balance médicale m'intéressait. Le plus gros tournant de votre carrière ? C'est quand j'ai switché j'aurais pu continuer ma carrière médicale. Hein. J'étais installé en médecine libérale, j'avais des activités au SAMU, j'aurais pu avoir ma carrière médicale, et à un moment, j'ai pris la décision de faire autre chose. Et de voir, et en me disant, alors aussi, au début, pourquoi j'ai gardé aussi ma balance médicale, c'était de se dire, bon, de toute façon, j'essaye, et puis si ça marche pas, ou j'atteins mon plafond de verre, je refais la médecine. Bon, c'était un peu ça l'idée aussi, et c'est un vrai confort d'avoir 2 métiers, un vrai intérêt d'avoir 2 métiers, et de pouvoir travailler sur les 2. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets sur lesquels moi ça m'a vraiment intéressé de faire les 2 et en même temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le milieu dans lequel vous avez grandi ? Oui, alors c'est un milieu, on va dire, c'est classique. Hein. Ma mère était institutrice, mon père était à SNCF, donc à monter les échelons au fur et à mesure. Il vivait à Rennes. Pour progresser, mon père est allé à Paris, donc je me suis retrouvé à Paris, à Suresnes. Donc j'ai vécu avec 2 enfants. Donc voilà, c'était quelque chose dans l'ascension sociale, l'ascenseur social, hein, on est vraiment dans ce cadre-là, avec des valeurs, travail, etc., respect des autres et autres. Donc c'était cette notion-là. Donc c'était aussi important de garder ces valeurs-là. J'avais un frère qui a fait aussi médecine, d'ailleurs un peu avant moi, qui est maintenant professeur de médecine à Cochin et Necker. Moi, j'ai pas fait PUPH, j'ai fait autre chose. J'ai fait médecine et DSI. La santé, c'était donc pas totalement un hasard, apparemment. Il n'y avait pas beaucoup d'antécédents, par ailleurs. Non, mais c'est... Alors, j'avais un oncle qui était médecin, peut-être ça. Je ne sais pas. Mais... Oui, après, la médecine, je trouve que c'est aussi quelque chose... faire des études de médecine, ça permet de faire plein de choses, en fait. Vous pouvez voir des patients, vous pouvez faire de la biologie, vous pouvez faire de l'oncologie, du chirurgien, vous pouvez faire autre chose, qui travaille dans le laboratoire pharmaceutique, qui se retrouve DSI. Je veux dire, ça permet... Moi, j'ai beaucoup de confrères, en tout cas, confrères qui ont fait des choses très différentes dans leur vie. Et
Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, qui permet de faire et de la médecine et faire autre chose. Donc, et en particulier dans la médecine d'urgence, où finalement on fait des gardes, hein, donc on concentre notre activité sur peu de temps, ça nous laisse du temps pour faire autre chose. Vous avez dit que vous gardez toujours comme objectif de penser à l'autre, et donc je pense aussi aux patients. Ça a apporté une motivation supplémentaire d'avoir le patient en bout de chaîne tout du long de votre parcours ? Ah oui, on travaille pour eux, quoi. Donc on ne travaille pas pour n'importe qui. C'était quand j'étais avec Gustave Roussy, il y avait le directeur de Gustave Roussy, qui est un médecin, un professeur Thomas Turtz, qui est allé voir mes jeunes, là, donc les gens qui sortaient des écoles, des jeunes ingénieurs. Et il leur avait expliqué, c'était très bien. Il dit, vous voyez, vous auriez pu être dans une banque, dans une assurance et tout ça, vous auriez gagné plus peut-être. Bon, et là, voilà, vous êtes là, vous développez des choses, vous mettez en place des produits, puis vous sortez. Et vous allez, vous descendez d'un étage, vous voyez les patients. Voilà. Donc quand vous partez, vous traversez le hall et vous voyez des patients. Donc vous voyez pour qui vous travaillez. Et ça, il y a peu de métiers qui vous permettent de faire ça. Et en plus, ça a du sens. Les valeurs, ça a du sens. Pas pour gagner plus d'argent, c'est pour aider les autres. Et ce que vous faites, ça va aider les autres. Donc oui, il y a des valeurs. Et je le reprends aussi à mon niveau. C'est pas n'importe quoi. On n'est pas là pour faire de l'argent, etc. On est là pour aider et pour faire en sorte que les professionnels de santé prennent au mieux en charge les patients et qu'on apporte aussi une vraie valeur directement aux patients. La relation médecin-patient a beaucoup changé. Vous êtes peut-être assez bien placé pour nous en parler. Oui, alors elle a assez rééquilibré, on va dire. Il y a eu un équilibrage. Après, il y a toujours une asymétrie. Faut pas... Si vous allez voir un chirurgien, il vous explique ce qu'il va faire. Vous pouvez essayer de le challenger, mais ça va être compliqué quand même. Donc, il faut le moment lui faire confiance. Je crois qu'elle s'est rééquilibrée parce qu'il y a moins le grand patron qui, finalement, ne parle pas aux patients. Moi, je l'ai vécu en tant qu'externe, hein, des gens qui disaient même pas bonjour quand ils rentraient dans la chambre. Bon, ça se fait plus. Donc, il y a un meilleur respect. Les patients sont effectivement plus informés, ils s'informent plus. Voilà, on écoute plus le patient. Mais ça reste quand même médecin, ça reste un métier d'expertise. Et je crois qu'il n'est pas question c'est très compliqué si le patient n'a pas confiance dans son médecin. Et confiance veut dire qu'on a confiance dans son expertise, voilà, et dans sa capacité à vous délivrer le bon diagnostic, etc. Oui, ça se rééquilibre. On est quand même sur une relation très asymétrique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a le plus changé durant votre parcours ? C'est probablement la façon d'être des médecins. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, on était médecin, c'était une vocation. Donc, on entrait en médecine, donc comme dans les ordres, hein, puis on travaillait 60-70 heures. Moi, j'ai fait 48-62 heures de garde de suite, on était là-dessus. Donc, on avait vraiment... on est dedans. Puis j'ai connu les médecins des années 70. Finalement, médecin généraliste à la campagne, on commençait à 8 heures, on finissait à 22 heures. Ce côté sacerdoce, c'est plus vrai. Et les générations actuelles ne le veulent pas. Et je les comprends et c'est normal. Donc c'est tout ce rééquilibrage finalement important entre finalement c'est un métier, c'est devenu un métier, c'est pas devenu voilà, donc c'est un métier plus normal quoi, donc dans lequel on va travailler de manière beaucoup plus fluide et en respectant plus sa vie personnelle. Je pense que ça c'est un vrai changement profond qui a des impacts. Et puis la deuxième chose c'est que maintenant il y a l'informatique. Voilà, voilà. Au début, c'est du papier et crayon. Là, maintenant, on fluidifie beaucoup les parcours. Beaucoup plus vite. Faire de l'ambulatoire sans informatique, ça ne marche pas. Voilà, on amène beaucoup d'informations aux médecins, aux de santé, etc. Donc ça a un impact aussi important de toute cette technologie qui est amenée à l'hôpital. Quand on parle de transformation, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience sur le temps nécessaire ? Des fois, par rapport aussi à des demandes de résultats assez immédiats, à une volonté d'avoir des réussites rapides et deux éléments qui ne sont pas toujours en adéquation. Il faut un côté volontariste pour ne pas faire les projets en 10 ans. Et il faut savoir prendre son temps pour faire en sorte que les gens intègrent le changement. Donc c'est un équilibre.
J'ai vu des projets à l'hôpital, en particulier à la paix, qui se tiraient en longueur et ça n'a plus de sens. Parce qu'on ne sait plus, on a démarré un projet, 5 ans après, on en a fait un tiers et on se dit est-ce qu'il faut vraiment continuer, c'est des coûts très importants, etc. Mais d'un autre côté, j'ai eu des ouvrages, j'ai eu des directions en disant ça doit être mis dans un an. Non, il faut respecter le temps. Moi, j'ai eu des projets où, d'emblée, j'ai dit métier ou direction, ça ne va pas être possible. Ça va pas dans un an. Ils ont voulu y aller, au bout d'un an, on n'avait pas avancé, on a repris le sujet, et on a mis les 3 ans nécessaires pour le faire. Et ça s'est bien passé. Oui, il faut des fois prendre le temps, parce que dans nos métiers, il y a, ça peut être violent, le changement. C'est pas un truc simple. On demande aux gens de vraiment changer leur façon de travailler. Et ça s'intègre, et ça discute, etc. Et puis, les hôpitaux sont des organisations complexes. Donc on ne peut pas bouger comme ça facilement les éléments, et la paix est quand même un monument de complexité. La PHP a une image de paquebot, un peu difficile à bouger. Il y a un coût à cet immobilisme ? C'est un avantage et un inconvénient. C'est toujours l'histoire de dire est-ce qu'il faut diviser la PHP en plusieurs, etc. C'est une force. Ça devrait être une force. C'est-à-dire qu'il y a énormément de compétences à la paix, il y a une force de frappe quand la PHP s'engage, et on l'a vu au moment de la crise sanitaire. La PHP a été peut-être un paquebot, mais un paquebot qui a vraiment aidé les gens et a mis toutes ses compétences, toute sa capacité à avancer, et des choses qui ont été faites à la paix qui n'auraient pas pu être faites ailleurs. On a mené des projets qui auraient été impossibles ailleurs par cette capacité à mobiliser beaucoup de compétences. C'est aussi, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu plus de 100 000 personnes, ça ne se bouge pas comme ça. C'est aussi une maison ancienne, donc qui a sa culture. Ça peut être quelque chose d'un peu compliqué à manier, oui. On dit souvent qu'il manque de moyens dans l'hôpital public. Ça a été votre plus gros frein, ou c'est une vue de l'esprit ? Il y a des moyens dans l'hôpital public. Il y a des compétences et des moyens. Probablement dans les SI, il n'y en a pas assez. Alors, c'est pas que j'ai manqué de moyens, mais ça manque de moyens dans la structure, dans tout ce qui nous permettrait de délivrer de manière qualitative. Beaucoup de projets dans lesquels on a beaucoup de quantitatifs, on va délivrer des projets, mais on n'a pas le temps de bien structurer les choses. Donc, plus de moyens nous permettrait de mieux structurer. Voilà, après c'est des moyens, il faut savoir les mobiliser, les mettre en avant, et puis faire en sorte que les projets avancent. On a eu à la paix non pas des problèmes de moyens, on a eu des problèmes de compétences, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à acquérir les compétences. Voilà, dans l'hôpital, on n'a pas assez d'infirmières, pas assez de médecins, pas assez d'anesthésistes, pas assez de radiologues. Et dans une DSI, on peut avoir des difficultés à avoir tel ou tel type d'ingénieur. Donc c'est pas que des moyens financiers, c'est notre capacité à attirer les bons talents et à les garder. Quand on parle de 760 PME, le leadership là-dedans, ça se passe comment ? Dans les PME. Après, la capacité d'une direction, la PHP est pyramidale, donc il y a dans les hôpitaux, dans des groupes hospitaliers universitaires, puis au niveau de direction générale. Donc c'est à chaque niveau de construire son leadership. Alors il y a des leaderships médicaux, voilà, il y en a certains qui émergent et qui ont un vrai leadership et qui peuvent être, nous à la PHP on appelle ça des collégiales, mais qui vont fédérer tous les cardiologues, vont fédérer l'ensemble des chirurgiens orthopédiques, etc. Donc, qui vont pouvoir travailler comme ça, ou les biologistes. On peut avoir un leadership médical. On doit avoir un leadership direction aussi, un vrai leadership, avec une vision, on va dire, pour emmener l'ensemble de ce paquebot là, pour faire en sorte qu'il avance. Donc voilà, oui, c'est ça le leadership. Mais le leadership, il se construit aussi au niveau du service, avec un chef de service, des cadres qui assurent l'animation d'une équipe. Service, c'est 70, 100, 150 personnes. Comment on assure un leadership autour de ça, dans laquelle de la prise en charge des patients. On voit bien des services qui marchent bien, c'est un service où il y a un vrai leadership. Et les services qui ont des sujets d'accueil des patients, de qualité, etc., c'est souvent des services qui ont des problèmes de leadership médical ou cadre. Et pour vous, c'est quoi un leader ?
Alors, leader, c'est la capacité d'avoir une vision, la capacité de dire, finalement, où est-ce que j'emmène les gens. Et donc, comment on définit cette vision? Souvent, les gens ont des idées, ils n'ont pas de vision. Donc, une vision, c'est pas une collection d'idées, c'est vraiment de dire, là, allez, c'est par là où je vais. Leader, c'est celui qui donne confiance, en disant, je vous emmène là, et vous avez confiance en moi. Alors, c'est pas vous qui dites ça, c'est les gens qui disent, on a confiance dans le leadership, et dans notre capacité d'entraîner les gens dans cette direction. Et un leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'exécuter, c'est-à-dire de faire en sorte que, effectivement, c'est pas que d'avoir une vision, c'est aussi être capable de faire en sorte que les gens fassent. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est pas simple, parce que souvent, on peut avoir un leadership où il y a des gens qui n'ont que des visions, d'autres qui savent que exécuter. Donc, comment on réunit ces qualités-là autour d'une direction? Vous avez été un leader dans votre secteur? Probablement, oui, sur un certain nombre d'éléments. Pas sur tout, hein, mais oui, je pense, oui, sur un certain nombre enfin, en tout cas, à l'AP, en tant que DSI, oui. Vous avez un parcours atypique en étant médecin de formation, puis directeur du système d'information. Est-ce que vous avez des astuces pour fédérer les différents corps de métier à l'hôpital? Il n'y a pas de bonne recette. C'est alors, le fait d'être médecin à l'hôpital et d'être DSI, ça permet d'avoir un meilleur dialogue avec les médecins. C'est pas toujours simple, hein, mais ça peut faciliter le dialogue, ou en tout cas, ça peut faire en sorte que le dialogue soit plus constructif. Et pas dans une opposition, toi tu es administratif, moi je suis docteur, enfin bon bref. Voilà. Donc on a un dialogue qui est plus, voilà, qui permet, qui est plus égal, on va dire. Donc ça c'est avec les médecins. Puis du côté administratif, ça fait un petit moment que je suis là-dedans, donc je maîtrise les codes administratifs, je sais gérer un budget, je sais discuter avec un directeur financier, je sais discuter avec une DRH pour effectivement faire en sorte que mes équipes avancent. Donc voilà, dans cette délivrance-là, le fait d'être médecin et DSI, c'est un vrai avantage. C'est absolument pas indispensable. Hein. Je crois que je dois être un des seuls DSI. Enfin, quand j'étais à l'AP, on devait être 2 ou 3 DSI médecins. Il y a plein d'excellents DSI d'hôpitaux qui ne sont pas médecins, et c'est très bien. Dans le contexte de l'AP, ça a semblé important à un moment. Alors, mon successeur n'est pas médecin, et voilà, ça marche très bien. Donc c'est pas indispensable, c'est une capacité en tout cas à discuter avec les médecins et à entraîner aussi les professionnels de santé. Et dans un établissement si grand, avec un centre de décision finalement, récupérer le vrai besoin au niveau du terrain, c'est simple, ça existe? Je ne sais pas. En tout cas, vrai besoin, il faut écouter. Puis à un moment, il faut emmener. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, et à un moment, moi, ce qui m'a guidé, c'est finalement le parcours du patient. C'est quoi? Et j'ai souvent expliqué à mes confrères, aux consoeurs, que c'était... Oui, ils avaient eu une démonstration du plus beau logiciel. Et ils avaient raison, en plus. Mais que mon boulot de DSI, c'était pas d'assembler 150 logiciels, parce que j'étais sûr de planter le truc. Donc moi, j'avais une vision d'avoir un seul logiciel pour l'ensemble. Et ça allait leur déplaire. Et c'est comme ça. Donc j'ai essayé en sorte qu'il soit le moins troublé dans l'histoire. Mais on va faire un projet commun, parce que le patient, il a le droit d'être diabétique. Il a le droit d'avoir un infarctus en même temps, et il a le droit d'avoir un suivi chez un orthopédiste. Et que cette vision transversale du patient, c'est pas en assemblant 3 logiciels qu'on va y arriver. Ça peut pas marcher. Il y en a qui l'ont fait il y a 20 ans, ça s'appelle le best of breed, tout ça. Ça ne marche pas. Après, il y a un équilibre, parce que aussi l'outil complètement intégré, ça marche pas non plus, on n'en a pas. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre. Et ça, c'est une vision que je porte. Quand je disais tout à l'heure, vision, oui, c'est une vision qu'on porte. Et à un moment, il faut la défendre. Et il faut avoir le soutien de sa direction générale pour dire, on est d'accord là-dessus. Mais c'est la conviction, c'est l'explication. C'est compliqué, parce qu'à l'AP, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont raison et que... Voilà. Dans un hôpital de l'AP, où il y avait 3 réanimations, il y avait 3 logiciels de réanimation différents, et quand je suis allé voir le service, chacun m'a dit qu'il avait le meilleur. Donc j'ai considéré qu'il y avait 2 qui avaient tort. Et puis après, j'ai considéré que les 3 avaient tort.
Donc on a mis un quatrième. Mais et ils sont assez contents maintenant. Mais voilà, c'est ça la vision. En fait, c'est de comprendre ça et d'amener là-dessus. Donc oui, on va sur le terrain. Oui, c'est important de comprendre et de travailler avec eux. Mais quand on veut déployer quelque chose, on déploie pas en s'adaptant à toutes les situations. Ça ne marche pas. On fait pas de la spécification. Il y a un moment, il faut dire, oui, on structure les choses, on déploie un outil qui a ses contraintes, et c'est ça qui va faire la valeur ajoutée. Vous avez beaucoup parlé de parcours patient, et en dehors des murs, ça donne quoi ? C'est compliqué. Alors, on veut toujours mettre du système d'information sur un parcours ville-hôpital qui n'est pas organisé. Donc, tu vas essayer d'expliquer qu'on peut toujours mettre un SI si les gens ne veulent pas se parler, ou on peut y arriver. Hein. Donc, on a fait plein d'outils, on a dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'en ai testé pas mal. Voilà, donc c'est un sujet de comment on a une organisation commune entre la ville et l'hôpital. Et après, on trouvera les DSI, mettront les systèmes d'information qui vont bien. C'est ce qu'il fait aux États-Unis, etc. Mais en France, on dit qu'il y a deux systèmes qui ont vraiment une vision très différente, en fait, de la prise en charge du patient. Alors, pour avoir fait les deux, pour avoir fait et du libéral et de l'hôpital, c'est deux axes, quoi. Donc, on dit que le système d'information doit faire le lien. On va demander au système d'information de faire le lien d'un quelque chose qui est désorganisé. Donc, le jour où il y aura une volonté d'organisation et de complémentarité, on pourra mettre un système d'information qui aidera cette complémentarité. Là, je trouve qu'on met beaucoup de choses sur le système d'information. Il faudrait donc s'organiser avant d'informatiser ? Oui, sur ce point-là, oui. On n'y arrivera pas. Alors, c'est le dossier médical partagé maintenant qui est déployé, qui est une forme de partage et de lien ville-hôpital, puisqu'on y met toutes les données. Ça ne fait pas des workflows, ça ne fait pas des process, ça ne fait pas tout ça. Ça permet de partager un certain type d'informations qu'on a à un instant T. Est-ce que ça organise les parcours ? Voilà. Alors, après, il y a des territoires avec du leadership, où il y a une vraie volonté de partage de l'information, de parcours patient, où là, quand on a mis des informations, c'était une vraie réussite. Et ça donne un vrai avantage là-dessus. Le seul problème, c'est que souvent que ça repose sur une ou deux personnes. Et donc, c'est assez fragile dans la continuité. Mais quand on a ça, c'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est hyper fluide, le patient vit l'hôpital, il va aller vite. Mais là, si l'information, il ne peut pas faire plus que ce qu'il ne fait, c'est-à-dire que, voilà, il peut appuyer un processus et pas le faire complètement. Vous avez eu un rôle de manager à assez grande échelle, avec 500 personnes à la PHP sous votre responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre participation au CODIR et de ce que ça vous a amené Alors, après, le comité de direction de la PHP est à l'image du directeur général de l'AP. Donc, j'en ai connu deux, c'est à l'image du directeur général de l'AP. Après, on est dans quelque chose de formel, où il y a la discussion, mais il n'y a pas de décision. Où on annonce la décision, mais il n'y a pas une décision en séance, et ça ne serait pas forcément une bonne chose. Donc voilà, c'est toute cette partie-là, mais qui permet vraiment de partager l'information entre directeurs. Moi, dans les propres CODIR, je fais aussi du partage d'informations et de la discussion. Après, on ne décide pas dans un comité de direction, contrairement à ce qui est marqué. On partage, on donne les éléments, on informe beaucoup. Voilà. Et les décisions ou l'instruction de la décision, elle se fait ailleurs. Ça vous a aidé à mener les équipes quand même, ce statut du comité de direction qui est quelque chose, pour certains, qui est une certaine forme de Graal ? Alors, je l'ai demandé au début. Donc, quand j'ai décidé la PHP, c'était membre du comité. Alors, c'était un COMEX. Mais oui, parce que ça permet de mettre. D'abord, ça montre que le système d'information est un élément important de la stratégie du directeur général et que ce n'est pas une fonction support. C'est une fonction stratégique pour lui. Ça permet un niveau de discussion avec les autres directeurs important. Enfin, voilà, ça donne une certaine égalité. Quand vous allez voir le DRH, le directeur financier, les différents directeurs médicaux, etc., ça vous met dans une position qui est plus d'égal, quoi. Et pas dans une... Autrement, le SI devient une fonction support, qui est toujours un peu compliqué à mener. La plupart maintenant des boîtes, que ce soit en santé ou ailleurs, le DSI fait partie du comité de direction. Le système d'information est un élément. Je connais très peu de sociétés dans lesquelles le SI n'est pas quelque chose d'extrêmement important dans la stratégie du dirigeant.
On va parler un peu d'innovation. Comment on fait pour être le premier à avoir une idée et à la développer? D'abord, il faut être curieux, il faut chercher, il faut être attentif, il faut lire, il faut prendre l'effort de cette curiosité. Il faut savoir prendre un risque. Des risques à présenter un dossier, un risque à échouer. Voilà, il faut accepter. Je sais que quand j'étais au ministère, j'avais expliqué, on avait un fonds d'innovation et j'avais expliqué à Bercy que si on n'avait pas 10% d'échecs, c'était pas bien. C'est très compliqué, moi, j'étais à me dire ça. On avait beaucoup plus, donc on aurait dû être très innovant. Mais c'était des grosses sommes, etc. Mais de dire finalement, il y a une prise de risque. Et donc il faut accepter cette prise de risque, il faut donc accepter d'échouer. Voilà, c'est autour de ça. C'est vraiment comment on arrive à convaincre autour de l'innovation, comment on fait avancer. Et se dire à un moment, je n'ai pas été innovant, j'ai raté, et puis je fais autre chose. Et je vais sur un autre chemin. Là, on a les sujets sur l'IA et tout ça. Plein de gens se trompent, hein, mais c'est pas très grave. On va tous se tromper, mais on va trouver un moment le bon chemin. Voilà, sur la paix, on a pris des vrais risques sur des choses, sur des éléments. On a réussi beaucoup de choses et on en a échoué quelques-unes. Vous avez eu des moments de solitude? Ah oui, la paix, oui. Ouais, c'est pas un management très convivial, oui. Oui, des moments de solitude parce que ça a été des moments, oui, il y a eu des moments difficiles, ouais. Difficiles et solitaires, voilà, parce que à un moment, quand vous emmenez une équipe de 500 personnes dans une direction, vous avez des doutes, quoi. Et il y a plein de doutes. Puis à un moment, vous devez lever vos doutes, vous reconvaincre vous-même et puis dire on est dans la bonne direction. Bien sûr, il y a plein de moments, les projets ou dans la vie, on a des hauts, des bas, quoi. Donc quand on est en bas, des fois ça marche pas bien et donc il faut repartir. Et votre plus belle fierté? En vie professionnelle, alors la crise sanitaire a été hyper passionnante. Et dans les prises de risque, on va voir tout à l'heure, mais elle a été hyper passionnante parce qu'elle a permis finalement de partir sur autre chose, se dire on a vraiment libéré l'espace, etc. Début avril 2020, là, on a reçu, l'ensemble des CHU, une vingtaine de gros appareils pour faire des PCR chinois. Bon. Donc on se retrouve ça, moi j'en avais 2 qui avaient été livrés. Bon, on dit qu'est-ce qu'on va faire de ce truc, et donc on les met à Brousset et on dit, on va mettre un système d'information pour faire la biologie. Hein. Et puis mes équipes me disent, on va faire un truc indépendant de notre système. Première étape. 3-4 jours plus tard, on a une réunion avec l'ensemble des DSI de CHU. Et tout le monde se regarde, tout le monde se retrouve avec ce truc-là, il dit tu fais comment, tu vois, machin. Puis je discute avec mon collègue des Hospices civiques de Lyon, je dis écoute, je crois que toi tu es en avance, tu peux me filer ton truc, ce que tu as fait, on a le même système, etc. Il me dit pas du tout, j'ai pas du tout commencé. Et moi j'avais commencé depuis 3-4 jours. Je dis donc je suis vachement en avance par rapport à toi. Et donc on décide et on propose à nos collègues de faire un système d'information commun, deuxième étape. Puis 2-3 jours plus tard, discussion avec le ministère, ils me disent on veut faire un système de test national. Et je leur dis, nous, on est en train de construire pour les 20 CHU, on va vous le faire. Bon, je n'avais pas complètement imaginé qu'il y avait 4400 laboratoires. Et que le président de la République avait décidé que c'était pour le 11 mai. Et on était 4, 5, 6 avril. Et donc, quand on a reçu le courrier du ministre et on s'est dit, on y va, on s'est dit, tiens, il ne reste plus que 5 semaines. On essaie de voir avec le PR pour voir s'il ne pouvait pas retarder la date, mais il a dit non. Et non, je plaisante. Et donc, on a mis en place un système d'information qui s'appelle SIDEP, qui a permis à tout le monde d'avoir ses tests PCR sur son PC, puis après sur son smartphone, etc. Après, on a mis les pharmacies, on a monté en charge, etc. Aventure passionnante où il y avait 150 personnes. Là, super agile, 5 semaines. J'ai battu un bon record sur la partie agilité. Je ne suis pas prêt d'être battu. Et voilà. Donc oui, ça, c'est un projet passionnant, intéressant, où on se dit, voilà, à la fin, on a fait un vrai projet hyper intéressant, quoi. Passionnant. Donc ça, c'est probablement la plus belle. Et puis avec une équipe super et plein de gens,
on a construit dans un mode très décalé, quoi, par rapport au reste, où la seule fois que quelqu'un du cabinet qui m'a dit Laurent, c'est open bar, quoi. Donc voilà, on a tous les moyens, toute la capacité à faire, avec une administration très réactive qui permet de finalement faire des décrets, des machins très rapidement, très réactifs. Et puis il y a une fierté en disant, ben voilà, ça sert à quelque chose. C'est un des systèmes d'information qui a permis de piloter la crise. Et aux gens de pouvoir aller au restaurant. C'est quand même bien, et de prendre l'avion. Quand vous avez des gens qui vous appellent en disant, je peux pas, j'ai pas reçu mon résultat, est-ce que je peux prendre l'avion, si je peux pas l'envoyer, vous ne pouvez pas me débloquer le tuyau. C'est marrant. Voilà. Non, ça, c'était un projet, alors c'est un projet exceptionnel. Après, le deuxième projet, parce que j'en mets quand même deux, j'en ai pas qu'un, c'est le déploiement d'un dossier patient à la PHP unique. C'était le projet pour lequel j'étais embauché. Et finalement, quand j'étais embauché à la PHP, c'était est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête, on va sur autre chose, est-ce qu'on continue? Petit audit, etc. On a décidé de continuer. Le on étant quelque chose de collectif. Parce que l'analyse, c'est de dire si on repartait sur autre chose, on reprenait 4 ans, 5 ans, et la PHP reprenait beaucoup de retard. Et à la fin, quand je suis parti, on l'a déployé partout dans la PHP, alors, sauf dans un hôpital, mais qui était parce qu'il fallait, c'est prévu l'année prochaine. Et ça, ma fierté, c'est quand je vois des jeunes médecins qui discutent et qui travaillent, et j'en rencontre encore au SAMU, ils en parlent comme un vrai avantage pour prendre en charge les patients. Voilà. Ils sont extrêmement agiles, malgré la qualité du logiciel qu'on peut discuter, mais extrêmement agiles, ils y vont, ils partagent l'information, ils disent mais c'est super, le patient qui est passé aux urgences, de la pitié, maintenant je le vois, on va se parer, j'ai son dossier, ils montent dans les étages. Enfin, et puis moi qui suis médecin urgentiste, je peux voir le suivi du patient, je peux savoir ce qu'il a fait après, donc ça me permet de m'améliorer dans le temps, etc. Donc c'est à un côté, voilà, vous êtes dans une maison de 100 000 personnes, un médecin qui utilise l'outil, alors pas moi qui l'ai fait, hein, mais avec vos équipes, vous avez permis de le déployer. Et ça, c'est une vraie fierté. Est-ce que cette belle carrière a contribué à votre bien-être personnel? Oh oui, bah vous m'êtes heureux dans la vie professionnelle et la vie personnelle, je pense que c'est bien, ouais. Oui, bien sûr. Elle était riche, moi j'ai trouvé, j'ai encore, hein, elle est passionnante, ouais. Avec des gens passionnants. Moi j'ai des équipes qui étaient, j'ai eu la chance de travailler avec des gens passionnants, aussi bien dans mes équipes que travailler. J'ai cité Claude Evin, c'est un truc extraordinaire. Pour moi, en tout cas, c'était un truc extraordinaire. Ou avec, je parlais tout à l'heure, professeur Thomas Turce, ou d'autres gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, qui ont été des gens qui sont des gens intelligents, passionnants, ayant une vraie vision. Thomas Turce, j'ai cité, il avait une vision de la cancérologie, une vision de l'organisation de l'hôpital autour de la cancérologie. Il l'a portée à un moment. Et il a construit cette vision-là. Et ce qui reste de ce qu'il a fait est assez extraordinaire, et j'en ai participé. Donc oui, c'est vraiment donc, une vraie fierté, quoi. Je parlais tout à l'heure de fierté, donc c'est bien pour l'ego, non? Garder un rythme très élevé pendant des années et des années, il y a des clés pour arriver à être constant? Oui, il faut connaître ses limites, puis se dire, d'abord, il faut avoir une équipe. Donc moi, j'ai toujours soigné, par exemple, le fait d'avoir des bons adjoints, d'avoir une équipe sympa, qui travaille, compétente, avoir confiance, voilà, et pouvoir déléguer. Voilà, je délègue. Alors même si ça m'arrive d'aller très profondément dans les dossiers, je fais confiance aux gens et je délègue beaucoup. Donc ça veut dire que ce qui me remonte me permet d'avoir une certaine hauteur. Connaître ses limites, parce qu'il y a un moment où vous êtes... pendant la crise sanitaire, à un moment, j'étais fatigué, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, après la crise. Moi, j'ai sous-estimé ma fatigue après de post-crise. Voilà, ça, je m'en suis aperçu. Voilà, de trouver... voilà, c'est une vraie chance, en fait, tout ça derrière. Donc, voilà, et puis garder aussi son enthousiasme, quoi. Se dire, il y a un moment, comment vous êtes intéressé par votre boulot, tout simplement. Qu'est-ce qui a guidé vos choix et qu'est-ce qui continue à les guider?
Alors souvent c'est le hasard, et puis c'est les gens. En fait, quand j'ai fait des choses, c'est des gens que j'ai rencontrés. Pourquoi je suis allé à la paix? Parce que j'ai rencontré Amélie Verdier, qui était la secrétaire générale, qui est maintenant directrice des finances, mais parce que j'avais envie de travailler avec elle. Pourquoi je suis allé à l'ARS? Parce que j'avais envie de travailler avec Claude Evin. Voilà. Pourquoi je suis allé dans... En fait, c'est parce que j'ai rencontré des gens et j'avais envie de bosser avec eux. Et je trouvais ça intéressant. Et je trouvais que souvent, la plupart de mes choix professionnels, c'est parce que j'avais envie de travailler avec quelqu'un. Et là, je suis à la CNAF et j'avais envie de travailler avec le directeur général. Je trouvais intéressant. Je trouve que c'est souvent ça qui ont fait mes choix. C'est pas le poste, c'est pas... Bon, le poste m'intéresse aussi, etc. Mais c'est se dire, il y a une personne, j'ai envie de bosser avec. Qu'est-ce que vous avez appris de vos mentors, de ces exemples, de ces gens avec qui vous vouliez travailler? Plein de choses. Et chacun m'a apporté des choses. Alors j'ai cité Claude Evin, mais c'est un calme, c'est une capacité d'analyse, et puis relativiser. Alors, lui, il en a pris beaucoup. Hein. Donc on relativise, on prend, et puis on avance, on décide, et ça prend et ça avance. Quelqu'un comme Verdier, c'est son intelligence, c'est capacité d'être très vif, d'analyser les choses et puis de décider, de faire avancer les éléments et surtout un soutien. Alors j'ai aussi travaillé avec Martin Hirsch. Il y a une capacité d'idée, de développer des nouvelles idées, d'entraîner les gens dans une direction qui est aussi intéressante. Et puis, Martin, c'est aussi un très grand courage, courage dans l'action, qui est assez impressionnante par rapport à d'autres. Donc voilà, chacun m'a apporté des choses. J'ai dit Thaumaturge, c'était sa vision, c'était complètement... passionnant de voir quelqu'un qui avait une vision et qui avait à côté de lui celui qui avait embauché Bertrand Martin, qui était un exécutant et qui portait la vision de son directeur général, qui l'accompagnait. Et ça, c'est un truc aussi, comment vous arrivez à faire porter ça. Voilà. Donc chacun apporte des choses. Chaque personne m'a apporté. Et quand vous dites après, vous dites, il y a plein de gens qui ont apporté des choses hyper passionnantes, quoi. Comment vous pensez que le monde de la santé va évoluer dans les prochaines années? C'est comme si tu allais le paquebot, on dirait mammouth, je sais pas. Non, mais il y aura toujours des malades, ça c'est sûr, il y aura toujours des soignants. Malheureusement, toujours des gens qui souffrent, malheureusement, on aura toujours des maladies, malheureusement, on aura toujours ces éléments-là, donc il y aura toujours des gens à soigner, etc. Il faut que ça reste... d'abord une relation, quoi. C'est pas technique, médecine, c'est... oui, il y a de la technique, bien sûr, on aborde de la technologie, mais c'est une relation. Et pour ça, les choses de téléconsultation, quelque chose, on casse une partie quand même de la relation, mais à mon avis, c'est un vrai sujet. Après, si ça évolue comme ça évoluera comme ça, mais il faut garder ça. Ce monde de la santé, il évolue avec effectivement beaucoup de technologies, il évolue, on verra l'IA ou d'autres, mais ça évolue. C'est une évolution il n'y a pas de révolution, c'est des évolutions. On voit bien que par rapport à 30 ans, on fait de la médecine plus courte, on fait de la médecine ambulatoire, on fait de la médecine un peu différemment, on soigne mieux un certain nombre de pathologies. On soigne de plus en plus des personnes plus âgées, on garde des gens dans le système de santé plus longtemps. Voilà, donc il y a des évolutions, il n'y aura pas de rupture. Donc savoir comment va cette évolution-là. C'est possible qu'en France, un jour, on rapproche les parcours de l'hôpital. Moins optimiste là-dessus. Je pense là-dessus. Après, l'hôpital, lui, si on prend l'hôpital, lui va évoluer par la technologie, probablement, par une approche peut-être différente du patient, sur des parcours de plus en plus courts, de plus en plus actifs, avec une volonté pour les patients d'être pris en charge de plus en plus à domicile. Et c'est vrai que la techno, là, peut nous aider à mieux équilibrer de ce qui se passe à l'hôpital, de ce qui se passe au domicile, parce qu'on a des moyens de surveillance déjà, et qui sont importants. Voilà, comment on met en place ça. Donc oui, ça va faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous attendez de la jeune génération ? Qu'elle reste jeune. Non,
ils sont pas les mêmes, donc voilà, ils vont apporter leur vue, leur approche aussi dans la société. On n'a pas la même approche maintenant. Je parlais de leur équilibre professionnel et personnel. C'est un fait. Les gens peuvent dire bien, moins bien, mieux. C'est comme ça. L'équilibrage homme-femme, c'est toute cette... c'est ce qui se passe actuellement sur MeToo. C'est aussi quelque chose qui apporte et qui est une vraie évolution, voilà. Et puis des idées, quoi, voilà, qui viennent, et puis qui soient bons pour bien me soigner, voilà, pour plus tard. Mais voilà, qu'ils soient les plus excellents possibles et qu'ils fassent de l'excellente médecine. Moi, je vois des jeunes médecins qui sont bien mieux formés que nous. Ils ont des parcours maintenant qui sont vraiment... ils ont des vrais parcours de formation. Et ça, c'est quelque chose d'assez... on était moins bien formés à l'époque. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Il y en a une, alors c'est pareil sur la crise sanitaire. Alors c'était un peu avant SIDEP, donc c'était mi-mars à peu près. Les choses sont allées très vite pendant cette crise sanitaire. Il y avait un des sujets, en particulier en Ile-de-France, et on avait finalement des urgentistes qui accueillaient beaucoup de patients et une difficulté à trouver des places de réanimation. Et donc les urgentistes perdaient énormément de temps à chercher des places. Et les SAMU n'étaient pas équipés pour ça, parce qu'eux, ils accueillaient beaucoup d'appels déjà à ce moment-là. Moi, je vais accueillir beaucoup. Donc, alors j'avais un peu suggéré, mais on demandait de monter une cellule de régulation médicale au niveau régional. Donc, je l'ai fait avec un de mes collègues. Et donc, on a embauché des chirurgiens qui étaient au chômage. Donc, j'ai eu droit à des ophtalmos, des ORL, qui faisaient de la régulation médicale. Et donc, j'ai dû former en quelques heures. Et donc, c'était ma première nuit, j'ai passé sur un lit de camp de la PHP, et c'est un grand moment. Et après, on a mis en place cette cellule qui a extrêmement bien fonctionné, qui a fait plus d'1 millier de régulations, etc., et qui aidait vraiment. Donc, l'urgentiste téléphonait et on trouvait. Et le 31 mars, donc j'étais présent jusqu'à 22h, 22h30, puis j'étais fatigué. Donc, 22h30, je dis aux 4-5 médecins qui étaient encore là, je vais me coucher, s'il y a un problème, vous me rappelez, etc. Et ils m'ont rappelé à 00h30 en me disant, on a un problème, on n'a plus du tout de place. Et là, blackout. C'est-à-dire que c'était le point qu'on ne voulait pas. Dire, on a des patients dans les urgences et j'ai pas de place en face. Et là, la décision, c'est de dire, est-ce qu'on envoie des patients vers la province, etc. Donc je suis revenu, parce que je n'étais pas très loin, donc je suis revenu à la cellule de régulation. Et là, j'ai essayé d'appeler un peu de monde. Et j'ai eu Martin Hirsch à 2h, 2h30 du matin, et pris décision d'essayer, donc il m'a aidé à trouver de la place. Donc c'est ce point de rupture. Alors il l'a raconté dans un bouquin, etc., mais c'est ce point de rupture où finalement on aurait pu basculer dans quelque chose où on aurait pu dire c'est fini, on n'a plus de place, et voilà comment on fait. Et en fait, on savait qu'après, on avait fait les fameux trains pour dégager un peu des places sur la province, mais on a réussi à passer ça dans cette nuit-là avec quelques collègues, où finalement une situation qui était... tout le monde était fatigué, qui était bloqué. Voilà, comment on arrive à dépasser ce seuil-là. C'est une anecdote, elle n'est pas très connue, même si Martin l'a décrite, mais voilà, c'était un moment de rupture, et on a réussi à éviter, avec son aide, à dégager 2-3 places comme ça, mettre des patients en attente pour faire passer un peu ce moment qui était extrêmement difficile pour tout le monde. Donc voilà, c'est partie des anecdotes que je peux raconter là-dessus. Merci Laurent d'être venu partager votre expérience dans le podcast Raison d'être, avec un parcours atypique et très inspirant. Merci à vous.